Il était 19h12 quand ma mère a menacé de m'interdire d'entrer chez moi si je continuais avec ces histoires. Sa voix claquait dans le combiné comme une gifle. J'étais sur le trottoir, sous une pluie fine qui collait l'odeur du bitume à ma peau. Mes doigts tremblaient autour d'une enveloppe crème, cachetée, lourde de ce que je savais déjà. Je m'appelle Camille. J'ai 31 ans et ce soir-là, ma mère me sommait de choisir mon silence ou ma famille. Tu ne viendras pas dimanche. Pas à table. Pas tant que tu ne détruis pas ce papier. A-t-elle répété. Derrière elle, je distinguais des chuchotements, des couverts, un rire nerveux. Une odeur de rôti m'est revenue en mémoire, comme si ma cuisine, la nôtre, refusait de me reconnaître. L'enjeu était net, ma place dans la maison de Montreuil où j'avais grandi. L'équilibre de mon travail au cabinet d'architecte. Et ce qui restait de mon nom. Je respirais court, goût métallique dans la bouche. J'ai regardé l'horloge du kiosque, 19h13. Un bus a projeté une vague grise sur mes chaussures. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je l'ai glissée contre mon cœur, sentant le carton froid sous mon manteau. Tu vas nous ruiner, a-t-elle dit. Puis la phrase qui a tout fissuré, ce test ne veut rien dire. Tu as été à nous dès le premier jour. Le premier jour. J'ai raccroché. J'ai posé la clé dans la serrure. J'ai allumé la lampe du couloir, lumière jaune, poussière dans l'air. Et j'ai déchiré l'enveloppe. Il n'avait aucune idée que ce document ne contenait pas qu'un ADN. Mais le début de mon plan. J'ai grandi dans une petite maison de briques rouges à Montreuil, rue des Frères Mettmann. De l'extérieur, tout semblait ordonné, les volets verts, les géraniums de ma mère, les cris d'enfants qui résonnaient l'été. Mais derrière la façade, chaque repas sonnait comme un tribunal. Ma mère, Anne, avait toujours cette phrase fétiche, une vraie fille de la maison ne pose pas de questions. Et moi, justement, j'en posais trop. Pourquoi mes cheveux étaient plus foncés que ceux de mon père? Pourquoi je n'avais aucune photo de naissance avant mes 3 ans? Pourquoi le carnet de santé portait 2 écritures différentes? À chaque fois, un sourire forcé, une caresse trop lente, et la conversation dérivait. Mon père, Jean, restait silencieux, absorbé dans son journal ou son verre de vin. Il travaillait comme comptable à la mairie, rigide, méticuleux, incapable de hausser la voix sauf quand il s'agissait d'argent. L'argent, c'est le ciment d'une famille, disait-il. Pourtant, j'ai compris très tôt que l'argent ne collait rien, il fissurait. À 10 septembre an, j'ai commencé à mettre de côté mes PDT. 70 €, puis 130 €, puis 250 €. Je notais chaque dépôt sur un petit carnet bleu, caché derrière une boîte de coton dans la salle de bain. C'était mon secret, un fond d'évasion. Une promesse silencieuse que, tôt ou tard, j'aurais ma propre clé. Mon propre toit. Je crois que le premier signe du mensonge est apparu le jour de mes 18 ans. Le 14 juin 2010. J'avais reçu un colis anonyme, une boîte en fer, contenant une vieille tétine, une chaussette de bébé, et un papier plié en 4. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Je me souviens encore du parfum de la boîte, lavande et poussière. J'avais tremblé, cherché une explication, mais ma mère avait simplement ri. Oh, sûrement une blague idiote, avait-elle dit. Pourtant, ses doigts tremblaient. Les années suivantes, tout s'est construit autour du non-dit. Quand j'ai annoncé mon admission à l'école d'architecture, ma mère a soupiré « Tu ferais mieux de rester près de nous ». Et quand j'ai décroché mon premier stage à Lyon, elle a ajouté « Tu sais, la distance, ça détruit les familles. Je suis quand même partie. Pendant 5 ans, je n'ai reçu que quelques appels, souvent pour des choses pratiques, tu peux signer le formulaire des impôts. Ton père a besoin de ta carte vitale. Jamais un mot tendre. Jamais comment tu vas. C'est à Lyon, justement, en 2016, que tout a recommencé à bouger. Un après-midi, en classant des documents pour un projet immobilier, j'ai découvert un acte notarié concernant une maison à Montreuil, mon ancienne adresse. Le nom du propriétaire Anne Durand seul. Pas de Jean. Et sous la rubrique enfant héritier, un prénom inconnu. Lucie Durand. J'ai d'abord pensé à une erreur. Puis, 1 heure plus tard, ma mère m'a appelé, comme si elle avait senti ma curiosité à distance. Camille, tout va bien? Tu sembles distraite. Oui, juste du travail. 10. Maman, tu connais une certaine Lucie Durand? Un silence. Puis un rire forcé. Oh, une vieille cousine, pourquoi? Ce soir-là, j'ai cherché ce nom sur Internet. Aucune trace. Rien, sauf un avis de naissance, daté du 16 mars 1992, 3 mois avant ma propre date officielle. Mon cœur s'est serré 3 mois. Pas une coïncidence. J'ai fermé mon ordinateur, la gorge nouée. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur d'avoir été bâtie sur un mensonge. Et je ne savais pas encore que ce mensonge avait un prix légal. Un prix en actes, en nom et en ADN. Pendant les mois qui ont suivi, le nom de Lucie Durand m'a hanté. Il apparaissait parfois dans mes rêves, parfois dans les silences au téléphone quand ma mère évoquait les années difficiles. Je continuais à travailler au cabinet Leclerc et Associés, rue Servien à Lyon.
J'y passais mes journées à tracer des lignes parfaites, à calculer des volumes, à rendre logique le chaos des autres. Mais le mien, je ne parvenais plus à le se dessiner. Un soir de novembre 2016, j'ai reçu un message de ma cousine Élodie, la fille du frère de ma mère. Elle m'écrivait: Camille, j'ai trouvé quelque chose chez papy avant qu'on vide la maison. C'est une copie de ton acte de naissance. Mais il y a deux versions. Deux versions. Elle m'a renvoyé les photos. Sur la première, mon lieu de naissance, hôpital Tenon, Paris 20e. Sur la seconde, Clamart, clinique Sainte-Marie. Même numéro d'acte, même date, mais pas le même tampon. Je suis restée assise longtemps, l'écran allumé dans la pénombre. Deux actes, deux lieux, une seule vie. Le lendemain, j'ai appelé la mairie de Montreuil. Bonjour, je m'appelle Camille Durand, née le 14 juin 1992. Je souhaiterais obtenir une copie intégrale de mon acte de naissance. Très bien, madame, pouvez-vous confirmer le lieu exact? J'ai hésité une seconde. Hôpital Tenon, Paris 20e. Silence au bout du fil, puis la voix de la secrétaire: je suis désolée, mais aucun acte à ce nom et à cette date n'est enregistré ici. J'ai senti mes jambes se dérober. Le téléphone a glissé sur la table. Mon acte n'existait pas. J'ai tenté Clamart. Cette fois, la voix m'a répondu: oui, nous avons un acte, mais il est scellé. Il vous faudra une demande judiciaire pour y accéder. Pardon? Pourquoi scellé? Je ne peux pas vous dire, madame. Cela concerne une procédure d'adoption partielle datant de 1993. Le mot adoption a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. J'ai raccroché, incapable de respirer. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans les vieux cartons de mon enfance. Derrière un cadre photo, j'ai trouvé un dossier beige marqué CAF 1993 allocation familiale. À l'intérieur, des copies de justificatifs, des factures EDF et une lettre pliée adressée à Madame Anne Durand, tutrice provisoire de l'enfant mineur Camille. Je ne savais pas encore comment, ni pourquoi, mais je venais de lire noir sur blanc que je n'étais pas leur fille. En janvier 2017, j'ai décidé de chercher des réponses concrètes. J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, Maître Vasseur, dans le 2e arrondissement. Le premier rendez-vous a eu lieu le 18 janvier, à 10h30. Son bureau sentait le cuir et le café froid. Il a pris mes documents, les a lus lentement, puis m'a regardé droit dans les yeux. Vous savez, Madame Durand, ces traces d'adoption partielle et de double acte de naissance, ça ne se fabrique pas. Quelqu'un a voulu brouiller les pistes. Je me souviens de sa voix grave. Il faudra demander un test ADN comparatif et peut-être déposer une requête au tribunal judiciaire de Bobigny. Et si ce n'est pas eux? Ai-je murmuré. Alors, dit-il en fermant le dossier, tout ce que vous croyez savoir s'effondrera. J'ai signé le mandat d'assistance juridique ce jour-là. Montant des honoraires, 1200 € TTC. Je n'avais pas beaucoup d'économies. Mais je savais que ce prix-là, c'était celui de la vérité. Quand je suis rentrée à Montreuil en février, j'ai trouvé la porte de la maison entr'ouverte. Ma mère m'attendait dans le couloir, les bras croisés. Tu n'avais pas besoin d'aller si loin, a-t-elle dit. Alors dis-moi la vérité. Tu es ma fille. Alors prouve-le. Elle a souri, un sourire sec, sans chaleur. Tu veux jouer à ça? Très bien. Mais prépare-toi à perdre plus qu'un nom. Je crois que c'est ce soir-là que tout a basculé. Le test ADN n'était plus une curiosité, c'était devenu une menace. Et je n'avais pas encore compris que ma mère était prête à tout pour m'arrêter. Les jours suivants furent un mélange de silence et de colère. Ma mère ne parlait plus, ou alors par message sec. Tu n'as rien à prouver. Pense à ton père. Il est fragile. Arrête avant qu'il soit trop tard. Je les relisais la nuit. Assise dans mon petit appartement de la rue Robespierre, un 2 pièces au mur trop blanc. Mon téléphone vibrait souvent après 23 heures. Un soir, à 23h40, j'ai reçu un message inconnu: tu n'es pas prête pour ce que tu vas apprendre. Je savais que c'était elle. Son style, sa ponctuation. J'ai éteint mon téléphone et ouvert mon ordinateur. Sur le bureau, un dossier nommé Procédure Durand 2017. À l'intérieur, les échanges avec Maître Vasseur, les pièces jointes, le formulaire de demande d'expertise ADN et une note: prélevé échantillon avant le 10 mars. Le 5 mars, nous nous sommes rendus au laboratoire agréé de Boulogne-Billancourt, rue Gallieni. J'avais la gorge serrée, les mains moites. Ma mère devait fournir un échantillon aussi, mais elle avait refusé. Je n'ai rien à prouver à personne, avait-elle dit à l'avocat. Alors le juge a ordonné un prélèvement par huissier. Le 9 mars, à 18h15, un huissier s'est présenté chez mes parents avec un mandat. Mon père, tétanisé, a obéi. Ma mère, elle, a hurlé. Vous n'avez pas le droit. C'est une décision judiciaire, madame, a répondu l'huissier calmement. Vous détruisez ma famille. Je me souviens encore du regard qu'elle m'a lancé, un mélange de haine et de supplication. Pourquoi tu fais ça, Camille? Pourquoi tu veux tout salir? Parce que j'en ai marre de vivre dans le mensonge.
Elle a tourné la tête, incapable de me regarder. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix tremblait. Camille, laisse tomber. Ta mère est malade. Malade de quoi? De peur. Tu vas la tuer avec tes histoires. Ce ne sont pas des histoires, papa. C'est ma vie. Le 22 mars, le laboratoire m'a confirmé par mail que les prélèvements étaient complets. Résultat attendu pour le 30 mars 2017. Je vivais ces 8 jours comme une lente agonie. Je travaillais mal, je mangeais peu, je dormais les poings serrés. Le 28 mars, une lettre non signée m'attendait dans ma boîte aux lettres. Arrête avant que tout le monde sache ce que tu es vraiment. Je l'ai portée à la police, commissariat de Montreuil. Le brigadier a haussé les épaules, sans menace explicite, on ne peut rien faire. Je suis sortie, glacée. Le 30 mars, à 14h47, le mail du laboratoire est arrivé. Je me souviens du battement dans ma poitrine, du curseur qui tremblait sur ouvrir le fichier. Je n'ai pas lu tout de suite. J'ai appelé Maître Vasseur. Les résultats sont là. Ne les ouvrez pas seul, venez au cabinet. Je m'y suis rendu en métro, ligne 9, direction République. Il a ouvert le fichier. Une ligne, une seule, suffisait, compatibilité ADN 0%. Aucune filiation biologique avec Anne et Jean Durand. Je suis restée muette. Le monde autour de moi s'est vidé de son bruit. Mon nom, mon visage, mon enfance, tout devenait étranger. Maître Vasseur a brisé le silence, il faut maintenant déposer une requête d'établissement de filiation inconnue. Et eux, ils le sauront officiellement. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. J'ai hoché la tête. Faites-le. Le lendemain, une lettre recommandée est partie vers le tribunal de Bobigny. Et le soir même, ma mère m'a appelé. Sa voix n'était plus la même. Tu as voulu la vérité? Très bien. Mais n'oublie pas, une vérité peut tout détruire. Même toi. Sa phrase a résonné longtemps. Et elle avait raison. Parce que, quelques jours plus tard, quelqu'un a commencé à me suivre. Je m'en souviens encore comme d'un film, la lumière blafarde des lampadaires. Les pas derrière moi, réguliers, à peine à quelques mètres. C'était le 6 avril 2017, un jeudi soir. Je sortais du cabinet après une longue journée de travail. Quand j'ai ralenti, les pas ont ralenti aussi. Quand j'ai accéléré, ils ont fait de même. Je me suis retourné brusquement, rien. Juste une silhouette floue qui traversait la rue. J'ai pris le métro jusqu'à Robespierre, le cœur battant à m'en étouffer. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, j'ai trouvé un message glissé sous le paillasson: on ne change pas de famille. Même le sang te le rappellera. Cette fois, ce n'était plus un avertissement. J'ai tout de suite appelé Maître Vasseur. Il m'a conseillé de déposer une main courante et de renforcer la sécurité de mon logement. J'ai installé une caméra discrète pointée vers le couloir. Le lendemain, à 7h13, la caméra a capté une ombre. Une femme, manteau beige, foulard noué, ma mère. Elle s'est approchée de la porte, a posé la main sur la poignée, puis est restée immobile presque 2 minutes avant de partir. J'ai regardé la vidéo en boucle. Elle n'avait pas sonné. Elle voulait seulement me rappeler qu'elle pouvait être là, partout, sans prévenir. Entre-temps, la procédure avançait. Le 12 avril, Maître Vasseur m'a informé que le tribunal de Bobigny avait fixé une audience préliminaire pour le 25 mai 2017. Une convocation officielle serait envoyée à mes parents. Je l'imaginais déjà, la scène, ma mère, lisant la lettre du tribunal, son visage se figeant, le sol se dérobant sous ses pieds. Mais je n'avais pas anticipé sa riposte. Le 21 avril, j'ai reçu un recommandé signé de sa main: je conteste formellement toute procédure injustifiée. En cas de diffamation ou de préjudice moral, je déposerai plainte. En bas, une phrase en italique, écrite au stylo: tu ne connais pas ton vrai père, Camille. Réfléchis avant d'aller plus loin. Cette phrase a tout changé. Parce que, jusque-là, je cherchais seulement la vérité. Mais à cet instant, j'ai compris qu'elle savait plus que moi. J'ai rouvert les documents du dossier, fouillé chaque ligne. Dans la lettre d'adoption partielle, un nom apparaissait dans la marge, presque effacé: H. Morel. J'ai tapé ce nom dans la base de l'ordre des médecins. Un seul résultat: Dr Henri Morel, clinique Sainte-Marie, Clamart. Le même lieu que celui de mon second acte de naissance. Je l'ai appelé le lendemain. Bonjour docteur, je cherche des informations sur une naissance en juin 1992. Je ne donne aucune information sans réquisition, mademoiselle. C'est au sujet de ma propre naissance. Silence. Puis, sa voix a changé. Donnez-moi votre prénom. Camille. Camille Durand. Long silence. Vous devriez peut-être venir me voir. Disons, mardi, 9h30. Le 25 avril 2017, je suis entré dans son cabinet, un vieil immeuble de la rue de Meudon. L'air sentait la désinfection et le papier ancien. Il m'a fait asseoir, m'a regardé longuement, puis a sorti un dossier gris clair. Vous avez été enregistré ici sous le nom de nouveau-né féminin code 102B. Et mes parents?
Le dossier mentionne une mère biologique mineure, placée sous tutelle judiciaire. Pas d'identité complète. J'ai senti mes yeux se brouiller. Alors, mes parents adoptifs ont signé une adoption simple le 8 septembre 1993. Je ne me souviens pas d'avoir répondu. Je suis sortie sans un mot. Le vent me fouettait le visage. Je n'avais plus de repères ni parents, ni histoire, ni nom sûr, mais j'avais un document signé et un médecin témoin. Le soir même, j'ai envoyé un mail à Maître Vasseur avec toutes les pièces jointes aux copies du dossier médical Clamart. 1992 lettres d'adoption simple 1993 actes de naissance scellés. Il a répondu à 22h18, c'est plus grave qu'une simple dissimulation familiale. On entre dans une possible fraude à l'état civil. Préparez-vous à l'audience. Le lendemain, j'ai reçu un dernier message de ma mère, tu crois pouvoir détruire ton passé. Alors viens, on t'attend le 25 mai. Et prépare-toi à entendre ce que tu n'as jamais voulu savoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que la vérité approchait, violente, irréversible. Et que dans quelques semaines, le tribunal allait trancher entre deux vies, celle qu'on m'avait donnée et celle qu'on m'avait volée. Le 25 mai 2017, le ciel de Bobigny était d'un gris sale, chargé d'orage. J'ai marché lentement jusqu'au tribunal, dossier serré contre moi, la bouche sèche, les mains glacées. Devant l'entrée, ma mère m'attendait. Manteau beige, lunettes noires, le visage fermé. À ses côtés, mon père ou plutôt, celui que je croyais l'être semblait plus petit que jamais. Elle a murmuré, sans me regarder, tu aurais pu nous épargner ça. Il fallait bien que quelqu'un dise la vérité. Elle a souri, mais ses yeux brillaient de colère, tu n'es pas prête pour ce que tu vas entendre. La salle d'audience 4C sentait le bois ciré et le papier humide. Le juge, Madame Lefebvre, feuilletait nos dossiers pendant que Maître Vasseur exposait calmement les faits, adoption simple, acte de naissance scellé, incohérence administrative. Et surtout, résultat ADN incompatible. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits. Ma mère, immobile, croisait les bras. Quand le juge lui donna la parole, sa voix vibrait d'une étrange douceur, je ne nie pas que l'acte existe. Mais cet enfant est ma fille. Je l'ai élevée, aimée, protégée. En la privant de son identité, demanda le juge, en lui donnant une vie qu'elle n'aurait jamais eue sans moi. Son cri déchira la salle. Mon père, assis à côté, leva enfin la tête. Assez, Anne. Dis-lui la vérité. Tais-toi, Jean. Non, ça suffit. Il a sorti un vieux dossier froissé de sa serviette. Je le reconnaissais, celui des impôts de 1993, que je signais sans comprendre. Il l'a posé sur la table. Tu n'étais pas censé le savoir, Camille. Ta mère. Elle a menti à tout le monde, pas seulement à toi. Le silence tomba sur la salle. Maître Vasseur se pencha vers le juge. Madame, avec votre permission, je crois qu'il est temps de consulter la pièce 9, le courrier du docteur Morel. Le juge hocha la tête. Vasseur sortit une feuille A4. La lecture dura à peine 30 secondes. Mais chaque mot me transperçait, je certifie avoir assisté à la naissance de l'enfant féminin désigné sous le code 102B. Remise à Madame Anne Durand le 16 mars 1992. En l'absence d'autorisation officielle d'adoption à cette date. Autrement dit, ma mère m'avait prise avant même que la procédure ne soit validée. Elle avait falsifié les dates, les formulaires, les signatures. C'était pour te sauver, Camille, hurla-t-elle. M'être sauvée de quoi? De ton vrai père. Cet homme n'aurait jamais dû te garder. Ma gorge s'est serrée. Qui est-il? Elle a baissé les yeux, incapable de répondre. Le juge a demandé une suspension. J'ai quitté la salle, chancelante, suivie par Maître Vasseur. Dans le couloir, il m'a tendu une bouteille d'eau. Ça va. Non, ce n'est pas fini. Si elle refuse encore de nommer le père biologique, nous demanderons une réquisition judiciaire. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message inconnu, arrête de creuser, Camille. Certains secrets valent mieux mort. Je l'ai montré à l'avocat. Il a froncé les sourcils. C'est du harcèlement. Nous allons signaler ça au greffier. Je crois que je sais qui c'est, ai-je murmuré. Parce qu'en sortant du tribunal, j'ai aperçu, au loin, un homme qui m'observait. Grand, costume sombre, les traits durs. Nos regards se sont croisés une seconde et j'ai su. Cet inconnu connaissait ma naissance mieux que moi. Le soir, j'ai reçu un mail signé H. Morel, vous avez demandé la vérité. Je vous attends demain, 10h, à la clinique. Venez seul. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et au matin, je suis parti chercher l'homme qui détenait les derniers fragments de mon passé. Le 26 mai 2017, à 10h précises, j'étais de nouveau à la clinique Sainte-Marie de Clamart. La salle d'attente était vide. L'air sentait le désinfectant et les lilas fanés. Le docteur Morel m'attendait dans son bureau, les rideaux tirés. Il avait posé devant lui un dossier relié d'un ruban bleu, marqué d'un code 102B confidentiel. Il m'a regardé longtemps, avant de parler. Vous êtes venu seul? Oui.
Alors vous méritez d'entendre la vérité sans témoin. Il a ouvert le dossier. Votre mère biologique s'appelait Sophie Martin, elle avait 16 ans. Elle a accouché ici, un soir de mars 1992, sous tutelle de la protection judiciaire. L'enfant vous a été confié temporairement à la garde de l'hôpital. Il a marqué une pause. 3 jours plus tard, une femme s'est présentée avec de faux documents d'adoption. Anne Durand. Elle a signé au nom d'un juge inexistant et a quitté la clinique avec vous. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus le reste. Et mon père biologique, il s'appelait Hugo Morel. Votre fils, il a baissé la tête. Oui, c'est pour cela que je vous ai fait venir. Il est mort en 2002. Un accident de moto. Je me suis levé brusquement. Le sol semblait se dérober. Vous saviez. Depuis tout ce temps? Oui, répondit-il doucement. Mais votre mère m'a fait signer un engagement de silence en échange de la promesse que vous auriez une vie stable. J'ai respecté cet accord, jusqu'à ce que le tribunal me contacte. Je l'ai regardé, les larmes aux yeux. Vous êtes mon grand-père, alors. Il a hoché la tête. Oui, Camille. Et j'ai honte de ce que j'ai laissé faire. Le silence s'est installé. Puis il a glissé un dossier vers moi. Voici les preuves, l'acte de naissance original, le certificat d'accouchement et la reconnaissance de paternité jamais déposée. Avec ça, vous pouvez faire rouvrir le dossier d'adoption. Je les ai pris, tremblantes. Les papiers sentaient le vieux papier humide, le poids de 25 ans de mensonges. Que va-t-il lui arriver? S'il y a fraude à l'état civil, elle risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Je suis sortie du bureau sans un mot. Le vent de mai me fouettait le visage. J'avais dans mon sac les 3 documents qui pouvaient faire tomber ma mère. Mais je n'étais plus sûre de vouloir la détruire. Le 1er juin, Maître Vasseur a déposé officiellement le dossier d'ampliation au tribunal. La date du jugement fut fixée au 20 juillet 2017. Ma mère n'avait plus de marge. Pourtant, elle tenta un dernier coup. Le 12 juillet, je reçus un courrier recommandé. Je reconnais mes fautes, mais si tu vas au bout, tu perdras ton nom, ton héritage, ta stabilité. Réfléchis avant d'exposer tout le monde. Je n'ai pas répondu. Le jour du jugement, elle est arrivée en noir, sans un mot. Le juge a énuméré les faits, lentement adoption sans autorisation, falsification, usurpation de signature. Puis il a prononcé la phrase qui a tout arrêté, l'adoption simple de l'enfant Camille Durand est annulée. La filiation biologique avec Hugo Morel est établie. Tout le monde s'est figé. Ma mère a porté la main à sa bouche, vacillant. Le juge a ajouté, une procédure pénale sera ouverte pour fraude à l'état civil. Je suis sortie de la salle, vidée, tremblante. Devant les marches du tribunal, les journalistes attendaient déjà. Les flashs ont crépité. J'ai simplement dit, je ne veux pas de vengeance. Juste la vérité. Maître Vasseur m'a posé la main sur l'épaule. Et maintenant? Maintenant, je reprends mon nom, mon vrai nom. Mais au fond, je savais que rien n'était fini. Parce que derrière moi, ma mère me regardait partir, les yeux pleins d'un mélange d'amour et de haine. Et, quelque part, une petite fille de 16 ans, Sophie Martin, semblait enfin respirer à travers moi. Les semaines qui suivirent le jugement furent étranges, presque irréelles. Je vivais dans une sorte de demi-silence, entre soulagement et vertige. Le 20 juillet 2017, le juge avait annulé mon adoption et reconnu ma filiation biologique. Mais que signifiait retrouver son identité quand toute une vie avait été bâtie sur un mensonge? Je restais longtemps immobile devant le miroir, observant mon visage. Essayant d'y retrouver quelque chose de Sophie Martin ou de Hugo Morel. Je ne voyais que moi. Camille, une femme qui venait de renaître sans l'avoir vraiment voulu. La presse locale avait relayé l'affaire. Une fraude à l'état civil révélée après 25 ans de silence. Une Montreuilloise découvre qu'elle a été adoptée illégalement. Je devenais, malgré moi, un symbole. Au bureau, mes collègues me regardaient avec prudence, comme si j'étais devenue une histoire dont on ne sait pas s'il faut en parler. J'avais pris un congé de 3 semaines, le temps de respirer, de comprendre. Le 2 août, j'ai reçu un appel du parquet de Bobigny. La procédure pénale contre Anne Durand était officiellement ouverte. Mon ancienne mère, je n'arrivais toujours pas à la nommer autrement, devait comparaître pour faux en écriture publique et détournement de procédure d'adoption. Je n'éprouvais ni joie ni vengeance. Juste un vide froid. Le même jour, le notaire Maître Lambert m'a contacté pour la succession de mon père adoptif. Jean était mort d'une crise cardiaque quelques jours après le jugement. Ironie cruelle, l'homme que je croyais être mon père était le seul à m'avoir aimé sans calcul. L'héritage s'élevait à 112 000 €, mais mon don n'apparaissait plus dans le testament, annulé avec l'adoption. Maître Lambert m'a expliqué, d'une voix douce, vous pouvez réclamer une soulte compensatoire, puisqu'il existe une trace de contribution économique pendant votre enfance. Combien? Environ 48 000 € selon la jurisprudence. J'ai refusé. Je ne veux pas de leur argent. À la place, j'ai vendu mon appartement à Montreuil.
Celui que j'avais acheté à crédit 2 ans plus tôt, le 14 août. La vente fut signée 286 000 euros, versés sur mon nouveau compte à la Banque postale de Lyon. C'était plus qu'une transaction, c'était un départ. Je suis retourné à Clamart un dimanche matin. Le docteur Morel m'attendait sur un banc du parc voisin de la clinique. Il avait vieilli. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai retrouvé une photo de ton père, m'a-t-il dit. Il me l'a tendu, un jeune homme souriant sur une moto bleue. J'ai senti une chaleur étrange envahir ma poitrine. Il te ressemble, a-t-il murmuré. Même regard quand tu doutes. Nous sommes restés là longtemps, sans parler. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus besoin de poser de questions. Il y avait encore des plaies, des zones d'ombre, mais aussi cette certitude, j'existais enfin pour moi-même. Avant de partir, il m'a remis une enveloppe scellée. C'est de Sophie, une lettre qu'elle m'avait confiée avant de partir pour le foyer. J'ai hésité à l'ouvrir. L'enveloppe portait ma date de naissance. Elle t'aimait, Camille. Même si elle n'a jamais pu te le dire. Je suis reparti, le cœur serré. Dans le train vers Lyon, je tenais l'enveloppe dans mes mains, incapable de la déchirer. Je savais que la vérité ne s'arrêtait pas là, qu'elle avait encore quelque chose à me dire, une dernière phrase, une dernière blessure peut-être. Et cette nuit-là, j'ai enfin ouvert la lettre. Les mots tremblaient d'encre et de peur, ma petite fille, si tu lis ces lignes, c'est que je n'ai pas pu te garder. On m'a forcé à signer. Mais un jour, j'espère que tu me pardonneras de t'avoir laissé partir. Sophie, je n'ai pas dormi. Et à l'aube, j'ai décidé que je retrouverais Sophie Martin, vivante ou non. Les jours suivants furent faits de silence, de démarche et d'un besoin presque animal de comprendre. J'avais passé ma vie à chercher ma place dans une famille qui n'était pas la mienne, il était temps de retrouver celle à qui je devais la vie. Avec l'aide de Maître Vasseur, j'ai adressé une requête au service central d'état civil de Nantes pour obtenir la trace de Sophie Martin, née en 1976, domiciliée un temps à Clamart. 3 semaines plus tard, le 8 septembre 2017, j'ai reçu la réponse personne disparue en 1994, signalement classé sans suite. Aucun décès enregistré. Disparu. Le mot me glaça. Je n'avais plus de mère légale, plus de père, et la seule femme qui m'avait mise au monde s'était volatilisée à mes 2 ans. Mais je n'ai pas renoncé. Je me suis rendu à Clamart, à l'ancien foyer Les Tilleuls, celui où Sophie avait séjourné. Le bâtiment était fermé depuis 2010, remplacé par un centre social. Une ancienne éducatrice, Madame Kermadec, m'a reçue dans une petite salle au rez-de-chaussée. Elle m'a reconnue tout de suite. Vous êtes la fille de Sophie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle parlait de vous sans arrêt, murmura-t-elle. Elle avait toujours une photo de bébé dans une couverture rose. Savez-vous ce qu'elle est devenue? Elle est partie à Marseille. Une association lui avait trouvé un poste dans une blanchisserie. Après ça, plus de nouvelles. Marseille. Je suis descendu le lendemain même, un sac à la main, un billet de train pour la Méditerranée. Le vent chaud, l'odeur du sel, la lumière écrasante, tout semblait étranger et familier à la fois. J'ai passé 3 jours à écumer les registres municipaux, les associations, les anciens foyers. Partout, des sourires tristes, des désolés, des aucune trace. Et puis, le 4e jour, au cimetière Saint-Pierre. Un nom sur une stèle arrêté net, Sophie Martin. 1976 à 2006. J'ai posé la main sur la pierre. Pas de photo, pas de fleurs. Juste une inscription sobre, presque effacée. Je suis resté là des heures, sans pleurer. C'était étrange, ce vide me semblait familier. Comme si tout, depuis le début, m'avait préparé à cette absence. En rentrant à Lyon, j'ai ressenti une fatigue douce, presque apaisante. J'avais enfin trouvé le bout du fil et il menait au silence. Les mois suivants, la procédure pénale contre Anne Durand suivit son cours. Elle écopa d'un sursis de 18 mois, assorti d'une interdiction de fonction publique et d'une amende de 15 000 euros. Je ne suis pas allé au procès. Maître Vasseur m'a simplement envoyé un message, c'est terminé. Vous êtes officiellement rétabli sous votre identité de naissance, Camille Martin. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Camille Martin. 2 syllabes retrouvées, 25 ans après les avoir perdus. J'ai repris mon travail, lentement. J'ai déménagé dans un petit appartement à Lyon-Croix-Rousse, avec vue sur les toits. Le 3 décembre 2017, j'ai reçu un courrier du docteur Morel. Il me léguait, par testament anticipé, les archives de la clinique liées à mon dossier. En bas, une phrase manuscrite, je voulais protéger mon fils. J'ai détruit ta mère. Ne laisse plus jamais personne décider à ta place. Ces mots, je les ai affichés au-dessus de mon bureau. Chaque matin, il me rappelle que la vérité n'est jamais gratuite mais qu'elle libère, quoi qu'elle coûte. La veille de Noël, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo jaunie, une femme brune tenant un bébé dans ses bras, le visage tourné vers la lumière. Derrière, un mot pour que tu saches que je t'ai aimé. Sophie. Je ne saurai jamais qui l'a envoyé.
Peut-être le docteur Morel, avant de mourir. Peut-être quelqu'un d'autre qui savait. Mais cette fois, je n'ai pas cherché à comprendre. Parce que je n'avais plus besoin de réponse. J'avais enfin trouvé la mienne, moi. Parfois, je repense à cette nuit où j'ai ouvert l'enveloppe du test ADN. À la pluie, au bruit du bus, à la clé froide dans la serrure. C'est fou comme une simple feuille de papier peut déchirer une vie ou la reconstruire. Depuis tout cela, je ne cherche plus à appartenir. Ni à une famille, ni à un nom, ni à une histoire qui ne me ressemble pas. Je me contente d'exister, pleinement, sous la lumière nue de la vérité. Mon nom est Camille Martin, et je suis la somme de mes choix, pas de leurs mensonges. Je n'ai pas revu Anne depuis le jugement. Elle m'a écrit une fois, une lettre courte, presque vide, j'espère que tu es heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je ne lui en veux plus. Là, elle ne guérit rien. Mais je garde la distance nécessaire, celle qu'on apprend quand on a trop aimé à l'aveugle. Certains jours, je vais au parc et j'observe les enfants courir. Je me demande parfois laquelle j'aurais été si tout avait été vrai dès le début. Mais je crois que, d'une certaine manière, je préfère cette version de moi, celle qui a dû tomber pour se relever seule. J'ai encadré la photo envoyée à Noël. Elle trône dans mon salon, entre une lampe et un livre d'architecture. Le regard de Sophie y brille encore, comme une flamme ancienne. Quand la lumière du matin la traverse, on dirait qu'elle respire. Je ne sais pas si elle m'aurait reconnue aujourd'hui, ni si elle aurait été fière. Mais je crois qu'elle aurait compris une chose qu'à force de chercher d'où je venais, j'ai fini par découvrir où j'allais. Et chaque fois que le vent s'engouffre dans ma fenêtre, je l'entends presque me murmurer: tu n'as plus besoin de preuves, ma fille. Tu es entière, maintenant.